C'est l'histoire d'un homme propulsé par un système médiatique et économique qui, après 7 ans de pouvoir, se retrouve désormais seul. Les élus de son propre camp lui tournent le dos. C'est le président de la République qui a tué la majorité présidentielle. Durant les législatives, les candidats ensemble n'affichent pas la photo du président sur leur tract. Emmanuel Macron ne sera pas sur l'affiche de campagne. Les grands patrons, qui ont compris que la fin était proche, commencent déjà à se tourner vers le parti de Marine Le Pen. Pourquoi est-ce que la bourse vit si bien le résultat du premier tour de ces législatives? Les Français, quant à eux, n'ont pas cédé au traditionnel chantage, moi ou l'extrême droite, et ont préféré le nouveau Front populaire comme opposition au Rassemblement national. Cette histoire, c'est celle d'Emmanuel Macron et de sa chute. Si je vous offrais l'opportunité de glisser un mot à l'oreille du jeune Emmanuel Macron. Apprends de chacune de tes erreurs. Vous l'avez pas fait? C'est à chaque fois que je l'ai fait que j'ai grandi. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Marc Endeveld, journaliste à Marianne, auteur de 3 livres sur Emmanuel Macron, dont le dernier en date, L'Emprise, aux éditions du Seuil. Bonjour Marc. Bonjour. Alors toi, dis-nous comment tu as vu la dissolution et est-ce que selon les informations que tu avais, c'était quelque chose auquel tu t'attendais? Alors moi, je ne m'attendais pas forcément à ce que ça arrive juste après l'élection européenne. Comme tout le monde, on a quand même été relativement surpris. Mais j'ai écrit une multiple reprises depuis juin 2022, depuis que la Macronie n'a pas réussi à avoir une réelle majorité au Parlement, que bien évidemment, le scénario de la dissolution était sur la table du président de la République à l'Élysée. Bien évidemment, Emmanuel Macron a utilisé la dissolution auprès de ses troupes à plusieurs reprises comme une sorte de chiffon rouge pour essayer à ce que toutes ces ouailles restent sous ses ordres depuis 2022. Parce que ça, c'est un élément dont on avait, les gens n'ont pas forcément perçu avec beaucoup de précision, c'est qu'en fait, depuis 2022, au sein même de la Macronie, ce qu'on appelle Macronie, une bonne partie des gens s'étaient déjà distanciés d'Emmanuel Macron et préparaient l'élection présidentielle de 2027 avec des écuries différentes. Et c'est ça que les gens n'ont pas totalement compris, c'est que Emmanuel Macron ne l'entendait pas ainsi, parce qu'il pense que lui, son destin politique pourra encore durer, alors pas en 2027, parce que constitutionnellement, il ne peut pas se représenter, mais de croire qu'Emmanuel Macron va disparaître de la vie politique française après 2027, c'est se tromper sur le personnage. Alors là, il n'avait pas forcément anticipé le fait que le nouveau Front populaire se constituerait, mais à la base, quand il décide de dissoudre au moment des élections européennes, là, il y a 15 jours, c'est vraiment, entre guillemets, pour embêter l'ensemble de l'arc politique, mais également pour embêter ses propres troupes. D'ailleurs, elles ne se sont pas trompées. Dans les jours qui ont suivi la décision de dissolution, ça a été là la vie, de Bruno Le Maire en passant par Édouard Philippe, même Gabriel Attal et bien d'autres. Ils se sont tous bien exprimés pour prendre leur distance avec le président de la République, pour commencer à expliquer qu'il était fou et compagnie et compagnie. D'ailleurs, pour la petite anecdote, une bonne partie de mes contacts m'ont envoyé des messages dans ce sens depuis le soir de l'élection européenne et de la décision de dissolution. Ah, il est fou, tu avais raison, oui. Et compagnie et compagnie. Moi, je ne disais pas forcément qu'il était fou personnellement. J'ai toujours dit que c'était son système de pouvoir qui était dysfonctionnel et qui confinait à la folie. Voilà, c'était le résultat de mes enquêtes. Ça, on pourra revenir dessus. Mais en tout cas, voilà la manière dont j'ai appréhendé l'arrivée de cette décision de dissolution. Oui, il a décidé seul. Moi, c'est ce qu'on me dit, c'est vraiment personne... Oui, ça aussi, c'est pareil. Il y a eu tout un storytelling, un récit qui a dominé ensuite dans les journaux, qui présentait les fameux conseillers qui ont été qualifiés de cloportes par la suite, alors, notamment le conseiller qui est devenu le conseiller star d'Emmanuel Macron, le fameux Bruno Roger-Petit, l'ancien journaliste, comme étant les initiateurs de la décision de dissolution. Moi, je prends une relative distance avec ça, parce que je pense que oui, les noms qui ont été cités ont fait partie des gens qui étaient initiés dans les heures précédentes à l'annonce de dissolution. Ils ont fait partie des initiés. Ils ont pu apporter des conseils au président de la République, mais celui qui a décidé en dernier recours et qui a décidé même
qui avait envisagé le scénario de la dissolution, c'est Emmanuel Macron lui-même. Et ça a été une décision relativement solitaire. Mais il y a certaines décisions, elles se font seules, oui. Il y a également une interrogation de ma part, je n'ai pas la réponse, mais c'est un acteur qui n'apparaît quasiment pas dans les articles de journaux de ces derniers jours, à part un article de Libération, un assez long article de Libération sous la plume de Sophie Desdésert, et un article récent dans Le Monde de lundi soir, Monde daté mardi. Je veux parler de Brigitte Macron. Dans l'article du Monde, il est expliqué que Brigitte Macron a assisté aux réunions à l'Élysée le soir du premier tour des élections législatives pour regarder circonscription après circonscription, qu'est-ce qu'il fallait faire, est-ce qu'il fallait se désister, pas se désister. Et donc moi, j'ai des interlocuteurs qui se sont étonnés de la présence de Brigitte Macron dans ces réunions. Et Libé qui disait il y a un sujet Brigitte Macron. Et donc moi, ma principale interrogation, c'est effectivement, dans cette décision de dissolution, où se plaçait Brigitte Macron, parce que ça se sait peu encore, ou ça ne se comprend que difficilement. Mais oui, Brigitte Macron a une influence politique à l'Élysée, dans la Macronie. C'est ce que j'appelle l'aspect dysfonctionnel du pouvoir macronien, entre autres. Il n'y a pas que Brigitte Macron, il y a aussi Alexis Collère. Et donc, ma vraie interrogation, c'est où s'est placée Brigitte Macron au regard de cette décision présidentielle de dissolution. Voilà. Est-ce qu'elle a poussé à la dissolution ou au contraire, est-ce qu'elle y a été opposée ? J'ai pas toute la réponse. J'ai en tout cas la question. Justement, pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas très au courant de ce qui se passe au cœur du pouvoir, est-ce que tu peux nous dire quelle est l'influence de Brigitte Macron auprès d'Emmanuel Macron, justement ? Elle a toujours été importante. Dès 2013, quand Emmanuel Macron se prépare à son aventure présidentielle dans le dos de François Hollande, en organisant des réunions, de multiples réunions à l'Élysée, avec des communicants de la place de Paris, parfois des grands patrons, des sondeurs, des leaders d'opinion, parfois même des journalistes. Ces réunions-là sont toutes organisées et présidées quasiment par Brigitte Macron elle-même. Quand Emmanuel Macron est ministre de l'économie de François Hollande à Bercy, une bonne partie des réunions de cabinet se fait en présence de Brigitte Macron. Quand Emmanuel Macron gagne en 2017 et devient président de la République, tant au moment de la campagne qu'ensuite à l'arrivée à l'Élysée, Brigitte Macron est également présente tant dans les réunions qu'au moment des déclarations officielles, notamment quand elles sont enregistrées. Dans certains documentaires avec des documentaristes de télévision qui ont suivi le président, on a vu Brigitte Macron en toute support. L'importance qu'elle avait, bien toute sûr. L'importance qu'elle avait. Monte ta voix. À partir du pour, fais monter ta voix qu'on se rende compte. Ce que ça donne quand tu la fais, parce qu'elle plonge. Tant, entre guillemets, en coach, on va dire, coach de vie peut-être. Oh merde, deuxième fois, putain. Quoi donc ? À Monaco qui a battu l'OM. Attends, on s'en fout. À Marseille. Non chérie, le RIP que je t'ai donné ce matin, tout le monde le cherche. Mais enfin, en coach même de communication. Mais il se dit que c'est même elle qui l'a poussé à se lancer en 2017. Oui, moi, c'est quelque chose qui m'avait été rapporté, que j'ai écrit à l'époque. Elle a été centrale dans l'aventure personnelle et politique d'Emmanuel Macron, à tel point que quand j'écris L'ambigu Monsieur Macron, donc le premier livre sur Macron en 2015, j'interroge Alain Minc, à l'époque, qui a connu Emmanuel Macron parce que Minc était issu de l'Inspection générale des finances comme Emmanuel Macron. Mais il ne faut pas se tromper. Très rapidement, Minc n'est pas resté parmi les conseillers du soir, comme on dit. Il a pris distance avec Emmanuel Macron. Mais en tout cas, Minc m'avait glissé cette confidence à l'époque que je n'avais pas encore entièrement comprise en 2015. Si vous travaillez, si vous étudiez, si vous enquêtez sur Emmanuel Macron, il faut prendre en compte la question de Brigitte Macron. Elle est centrale. Elle est centrale dans la compréhension d'Emmanuel Macron et dans ce parcours politique qu'il a eu. Alors justement, tu nous parles de ton premier livre, L'ambigu Monsieur Macron. On va revenir à ses débuts. Toi, quand tu écris ce livre, tu l'as rencontré en 2015. Ouais. Qu'est-ce que tu t'es dit la première fois que tu l'as vu ? Alors, c'est une bonne question. Tu veux savoir ce que je me suis dit ? Je me suis dit, c'est ça. En 2015, donc, j'avais fait un premier dossier d'enquête sur lui à l'époque dans le magazine Marianne à l'automne 2014. Et puis,
avec mon éditeur de l'époque, on s'est mis dans la tête de faire un livre, de consacrer un livre à Emmanuel Macron. Pour tout te dire, au départ, j'avais été un peu sceptique sur l'objet. Je me disais, mais est-ce que ça vaut un livre ? Et puis finalement, en enquêtant très vite, c'est-à-dire au bout de 4 mois d'enquête, où j'avais déjà rencontré pas mal de gens, j'ai compris assez rapidement qu'il était en train de trahir François Hollande et Manuel Valls et de se préparer à l'élection présidentielle. À l'époque, c'était considéré comme une folie. D'ailleurs, c'en était une, d'une certaine manière, pour quelqu'un qui n'avait pas, comme il disait lui-même, le cursus politique traditionnel, qui n'avait jamais candidaté à une élection. Et donc, c'est comme ça que j'arrive sur le sujet Macron. Et donc, à l'époque, je finis par le rencontrer parce que comme j'ai rencontré tellement de gens dans son entourage, notamment de son entourage économique, que ses conseillers en communication, qui sont énormément dans le contrôle et qui, à l'époque, n'aimaient pas spécialement les journalistes, en tout cas les journalistes qui font leur boulot, ils m'avaient plutôt tenu à distance. Comme je voyais tellement de gens dans son entourage, ils avaient fini par accepter l'idée d'interview. Donc, je l'avais interviewé à 2 reprises assez longuement, à chaque fois sur une durée d'1 heure et demie. Je l'avais rencontré 2 autres reprises sur à peu près la même période. Donc, ça, c'est toute l'année 2015 avant de boucler le livre. Et quand je le vois, je me dis, oui, c'est ça. C'est-à-dire que les médias en avaient déjà tellement fait un génie, quelqu'un qui avait un grand charisme. Le Mozart de la finance. Voilà, enfin, tous les surqualificatifs. Voilà. Je m'attendais quand même à être un peu impressionné. J'avais interviewé déjà de nombreux responsables politiques, Nicolas Sarkozy, François Hollande, même Marine Le Pen, j'avais interviewé une fois. J'avais interviewé Michel Rocard, et bien d'autres, et bien d'autres, et bien d'autres. Et Alain Juppé, par exemple, Chit Rocard ou Juppé, parce que Juppé et Rocard, quand je les ai interviewés pour des supports très différents, quand tu entrais dans leur bureau, tu avais l'impression d'avoir des hommes d'État. Macron, pas du tout. En 2015, il m'a pas fait d'effet du tout. Il était avachi dans son divan de ministre, faussement décontracté. Il faut savoir, quand je l'ai interviewé à l'époque, la première fois, il y avait quasiment près de 5 conseillers qui l'accompagnaient. Et moi, j'étais tout seul, avec mon petit carnet de notes. Et il était accompagné de 5 conseillers. Et il y avait Alexis Collère qui faisait des allers-retours entre son bureau de directeur de cabinet et le bureau du ministre. Et là, il y avait les différents conseillers en communication. Il y avait Clément Beaune, qui à l'époque était le conseiller Europe, dans mon souvenir, du ministre Macron. Et là, Macron, il était avachi, plutôt sympathique en apparence, mais il ne m'a pas du tout fait d'effet au sens, je n'ai pas vu quelqu'un qui en imposait en termes de présence, de charisme et de stature. C'est-à-dire que tu n'as pas senti, moi il m'arrive de rencontrer des anciens collaborateurs qui étaient très proches de lui, qui m'ont dit, on y a cru, on a cru vraiment qu'il apporterait un changement en politique. Est-ce que toi, quand tu l'as vu, tu avais l'impression d'un homme qui croyait vraiment qu'il allait apporter le changement, ou pas? Il croyait en ce qu'il voulait faire ou pas? Là où il y a un élément intéressant, c'est que donc une partie de ces interviews-là, je l'ai fait à la fin de l'enquête en 2015, et en fait, il y a quand même un élément qui me surprend, c'est que il a un discours. Je renverse la table, je veux renverser la table, et il a un discours, en fait, dans la rhétorique, qui est anti-système. C'est-à-dire, il critique devant moi les journalistes, les éditocrates, il critique une partie du CAC 40, il critique le système. En fait, il a un discours assumé à l'époque. Alors, ça a été peu entendu, peu compris, mais il a un discours de ce type-là. Alors, bien évidemment, il s'adapte, ça c'est Emmanuel Macron, il s'adapte toujours au public qu'il a en face de lui. Il y a un autre élément qui était surprenant et là, pour le coup, intelligent en termes d'habilité, c'est qu'il savait que j'étais journaliste, mais pas uniquement journaliste politique, que je faisais des enquêtes. Et pour le coup, j'avais enquêté autour de lui et sur lui assez consciencieusement, et ça, il le savait. Et donc, il m'a fait, à plusieurs moments, des passages en ce qu'on appelle en off, c'est-à-dire micro fermé, où il m'a fait des confidences sur des dossiers particuliers, confidences sur lesquelles je n'allais pas pouvoir le citer officiellement, ce n'était pas le but du jeu, mais où il me donnait quelques informations, quelques miettes d'informations
C'est-à-dire pistes, oui. des pistes. C'était une certaine forme d'intelligence, parce que c'est rare que des responsables politiques aient cette facilité-là avec des journalistes. Et à l'époque, il le faisait parce qu'il était ancien banquier d'affaires chez Rothschild. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'univers des affaires à Paris, les banquiers d'affaires utilisent beaucoup les journalistes, notamment les quelques journalistes économiques qui restent sur la place, pour influencer parfois certains dossiers économiques dans un sens ou dans un autre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Emmanuel Macron, comme ancien banquier d'affaires de chez Rothschild, il n'avait pas un réseau avec les journalistes politiques. Il connaissait très bien, à l'époque, les patrons de presse, mais il connaissait également quelques journalistes économiques qui connaissaient bien la place économique et financière parce qu'il avait eu l'habitude, parfois, de les ambiancer, comme on dit dans le jargon, de les orienter sur tel ou tel sujet. Et donc, il avait un rapport quasiment d'informateur à journaliste. Et ça, il était capable de le faire, si tu veux. Et ça, c'était quand même quelque chose qui était un peu surprenant de la part d'un responsable politique à l'époque. Dès lors qu'il devient président de la République en 2017, pendant un an et demi, il a coupé tous les ponts quasiment avec les journalistes, et notamment les journalistes politiques qu'il n'a jamais vraiment traités, parce qu'il a toujours considéré que les journalistes politiques ne l'avaient pas particulièrement aidé. Je parle bien des journalistes politiques. Et ça a créé un stress professionnel à l'époque du côté des journalistes politiques et de la petite communauté des journalistes politiques, parce que eux qui font leur papier à partir des petites confidences des différents pouvoirs et des différents responsables politiques, tout d'un coup, ils se sont retrouvés à la diète, pris de panique, ils n'avaient plus de sources, ils n'avaient plus d'infos, et ils se sont dit comment on va faire, comme il n'y a déjà plus rien à raconter du côté d'En Marche, parce que c'est plus la vie d'un parti politique, que par ailleurs, il n'y a plus de vie parlementaire réelle, enfin en tout cas en dehors de LFI d'un côté et ce qui allait devenir le Rassemblement national. Et donc, comment on va faire Ce qui a été une manière pour Emmanuel Macron de contrôler les journalistes politiques par la suite. Parce qu'après la diète, finalement, il a recommencé à les abreuver, lui ou son entourage, notamment Bruno Reggiani-Petit, des fameux petits œufs. Et donc, ça explique une partie de la chronique du pouvoir qui a été faite d'une certaine manière ensuite, par la suite, sans distance, c'est-à-dire au premier degré pour la plupart des journalistes. Et donc, c'est des journalistes, comme on dit, qui se sont enfermés, ça, il n'y a pas que moi qui le dis, il y a Jean-François Kahn notamment, entre autres, qui ont dénoncé la bulle politico-médiatique de ce fonctionnement-là, où finalement les journalistes politiques finissent par être totalement abreuvés par les responsables politiques et à s'éloigner de plus en plus des réalités du pays, et donc à ne pas forcément s'attendre à des soubresauts électoraux, comme on a pu encore le voir récemment. Justement, sur les soubresauts électoraux, ton premier livre, tu l'as appelé L'ambigu Monsieur Macron. Il y a une ambiguïté permanente chez lui. On l'a vu récemment là, avec la dissolution. Un coup, il dit que le nouveau Front populaire a un projet immigrationniste. Après, il dit qu'il faut faire barrage au RN et donc ça inclut de voter aussi pour le nouveau Front populaire. Puis, il y a ce député qui est troisième et qui hésite à se retirer pour laisser gagner le nouveau Front populaire, qui dit que Macron lui a dit de ne pas se retirer. Ça, c'est quelque chose que tu as toujours retrouvé chez lui? Oui, alors il a toujours dit tout et son contraire, d'où l'ambigu Monsieur Macron. Il y a un autre élément important là-dedans. J'ai toujours considéré qu'il n'était pas que sur le tout se vaut, si tu veux, ou uniquement sur la manipulation, ou uniquement la tactique. Parce que j'ai toujours dit qu'il avait une culture politique de droite, voire droitière. Comme le dit d'ailleurs Bruno Reggiani-Petit en privé, Emmanuel Macron a un ethos de droite, c'est-à-dire il a une culture politique de droite, il a une culture de droite. Là, je parle bien de culture. Et il a un rapport au pouvoir qui est plutôt autoritaire et antidémocratique, ou en tout cas adémocratique plutôt, plus exactement. Et ça, c'est une conviction, et puis c'est des faits, c'est des éléments que j'ai recueillis, des témoignages que j'ai eus à travers mes enquêtes, et qui expliquent aussi beaucoup de choses, y compris l'incompréhension d'une partie de la Macronie ou de gens qui l'ont suivi à partir de 2016 et 2017, qui étaient issus notamment de la gauche, en tout cas de la droite du Parti socialiste, oui, et qui ont cru qu'Emmanuel Macron était un social-libéral ou un centriste. En réalité, il n'était ni centriste ni social-libéral. Il a été dans une logique beaucoup plus autoritaire et beaucoup plus liée à la Ve République. Certains le qualifieraient de néo-bonapartiste. Il y a d'autres qualificatifs, bien évidemment. C'est pour ça que je disais que derrière le titre « L'ambigu Monsieur Macron », Emmanuel Macron est ambigu par rapport
à l'État, à son rapport au pouvoir est ambigu par rapport à la démocratie. Ça, je le disais dès 2017, parce que j'avais vu qu'il avait cette pulsion de pouvoir, cette volonté de pouvoir extrêmement importante chez lui, qui est beaucoup plus qu'une question d'ego. Il y a un autre élément que tu soulignes, son côté girouette quand même, où il passe quand même de tout à rien. Il est capable de dire ça c'est blanc alors que c'est noir, noir c'est blanc, donc il est capable de dire tout et son contraire. Il est capable de qualifier, tu le rappelais, de dire que LFI est antisémite en entier, de dire au contraire que le Rassemblement national est républicain. LFI, c'est l'extrême gauche. Sur le rapport à l'antisémitisme, assume de ne pas être clair quand elle ne fait pas le pire. Qu'il y a eu des pratiques antiparlementaristes des pratiques par rapport à la justice et autres qui ne sont pas non plus dans le champ républicain et j'en passe. Donc là, on est dans une sorte de confusionnisme qui n'est pas si éloigné que ça finalement d'une pratique que je qualifierais de trumpienne de la politique, tant dans le rapport au langage, à la vérité, à la réalité des choses, c'est-à-dire multiplication des fake news, multiplication des mensonges. Les plus gros producteurs de fake news depuis 2017, c'est le pouvoir et c'est le gouvernement macroniste. Ça a été le pouvoir et le gouvernement macroniste, alors qu'ils ont normalement une responsabilité redoublée parce qu'ils sont aux responsabilités, pour reprendre la terminologie. Et la caractéristique d'Emmanuel Macron, c'est pour ça qu'il a beaucoup plus de points communs avec la pratique trumpienne du pouvoir, c'est qu'en plus de multiplier les imprécisions, si je suis gentil, les mensonges, si je suis plus précis, il a effectivement, je te le disais, un rapport à la réalité un peu aléatoire, on va dire, mais il a également une pratique du pouvoir qui fait que dans un confusionnisme idéologique, il dit tout et son contraire. Pour moi, il ressemble beaucoup dans sa pratique, en fait. C'est un peu provocateur de le dire, mais à Donald Trump, en réalité. Il faut savoir qu'en plus donc, de la multiplication des fake news, des petits mensonges, des contradictions, il est capable d'avoir des arguments d'autorité, notamment auprès des journalistes, en disant c'est comme ci, c'est comme ça, de mentir sur certains chiffres. Et il n'y a pas que lui qui le fait. Ensuite, c'est toute la pyramide macroniste qui a répercuté cette manière d'essayer de convaincre toujours en tordant les faits. À sa décharge, c'est quelque chose qui transpire sur l'ensemble quasiment de l'arc politique aujourd'hui, d'ailleurs de la droite à la gauche. On peut le regretter d'ailleurs, cette pratique trumpienne du pouvoir. Mais là-dedans, quand même, dans cette idée-là, c'est également le fait que Macron pense que le discours et la réalité, et le rapport à la réalité et au discours n'est pas important dans la politique moderne. Et qu'il faut avant tout, d'une manière très cynique, saturer l'espace par l'image. Et que c'est uniquement ce qui sera retenu dans la rétine des gens qui est important. Et il y a un autre élément relativement inquiétant, et c'est pour ça que je fais cette comparaison avec le Trumpisme, on va dire, c'est que derrière les idées de mensonges, de rapports très, très, très compliqués à la réalité, noir-blanc, ce qu'on disait, il a un rapport aux institutions et à la Constitution qui est maximaliste. Et donc, il est capable, indépendamment du contexte politique, il est capable de pouvoir utiliser des éléments qui sont disponibles dans la Constitution sans prendre en compte ni la question de la responsabilité politique, ni celle du contexte politique. Et donc, il a une lecture quasiment littérale des possibilités que lui offre la Ve République. Et ça montre bien un rapport au pouvoir qui est maximaliste et où il ne prend pas du tout en compte ni sa responsabilité et sa responsabilité politique. C'est pour ça qu'à chaque fois, il dit « c'est pas de ma faute ». D'ailleurs, il l'a dit encore au moment concernant les législatives et la dissolution. Il a dit « ça sera la faute de personne, surtout pas la mienne ». La question, c'est qui gouverne ? Et donc, pour gouverner le pays, au-delà de vos colères, elle s'est exprimée, je l'ai entendue. Je vous redonne la parole. Qu'est-ce que vous voulez ? Et donc, regardez les projets. Et donc, ce sera la faute de personne. Tu vois ? Donc, 1, il ment, ou il ment souvent. 2, il dit « c'est jamais de ma faute, en gros, je suis toujours irresponsable ». Et 3, mais c'est moi qui décide. C'est moi qui décide.
et il l'a encore dit récemment, et c'est moi qui suis le souverain, vous m'avez élu à cette place-là, et peu importe la responsabilité du cadre politique général, je mets ça de côté, je mets la réalité politique de côté. Non, c'est moi qui est souverain, c'est moi qui décide, et après, en gros, vous n'avez plus qu'à fermer votre bouche. À subir les conséquences. À subir les conséquences de mes décisions, mais c'est comme ça qu'il vit la démocratie, si tu veux. Et donc, c'est quelque chose, effectivement, très autoritaire, très vertical. Et ça, c'est quelque chose que j'avais perçu assez tôt, mais qui a été difficilement entendable. Ça a été très, très, très difficile. C'est quelque chose qui a été très difficile à entendre, tant par ses soutiens que même par rapport à ses opposants politiques, qui ont souvent essayé de trouver parfois de la rationalité là où il n'y en avait pas forcément, et qui surtout ont essayé de combattre politiquement Macron sur des bases politiques réelles, alors qu'en face, ils avaient quelqu'un qui était capable, un véritable caméléon, et qui était capable, encore une fois, de dire tout et son contraire quasiment dans la même interview. Sur la montée du RN, est-ce que, selon les informations que toi, c'est une stratégie qui est réfléchie par Emmanuel Macron depuis 2017 ? Et puis aussi, selon les informations que tu as, est-ce que Emmanuel Macron est beaucoup plus proche de l'extrême droite qu'on ne le pense ? Sur la stratégie, Emmanuel Macron, dès 2017, et même avant 2017, parce qu'il se fait élire également avec cette stratégie-là, il a toujours utilisé le Rassemblement national comme un chausse-pied, 2 élections présidentielles où il utilise la rhétorique du rempart en disant si vous voulez pas avoir le Rassemblement national, donc au 2e tour, élisez-moi, ce qui a empêché tout débat politique de fond. Surtout en 2022. Sur les 2 précédentes présidentielles réellement, et notamment en 2022. Et donc, il a toujours instrumentalisé l'extrême droite. Mais bien évidemment, au fur et à mesure de son avancée cynique par rapport au pouvoir, il n'a pas fait que instrumentaliser l'extrême droite. À force comme on dit, d'utiliser la triangulation sur l'extrême droite, c'est un terme, on va dire, de commentateur politique, il a fini dans la compromission. C'est pas moi qui le dis, c'est Louis Plenel qui l'a dit dans un tweet récemment. Et en fait, effectivement, Emmanuel Macron, certes, il a bénéficié d'une déstructuration de la vie politique française depuis très longtemps, mais comme il a voulu restructurer la vie politique française avec les fameux 3 blocs, là, comme il dit, il fallait absolument que le 3e bloc, c'est-à-dire le bloc de l'extrême droite, devienne son principal opposant. Ça a toujours été ça. Et donc, il a toujours mis sur un piédestal l'extrême droite pour qu'il soit dans un simple dialogue, en gros, qu'entre lui et l'extrême droite, il n'y ait plus personne. C'est un parti qui, par son évolution, aussi par sa démagogie, parce qu'en fait, il va dire partout qu'il a des solutions, sans expliquer comment il les finance ou comment il les fait, a attiré des gens qui sont en colère, mais qui ne sont pas du tout des gens qui se vivent comme étant aux extrêmes et qui n'ont pas des idées extrêmes. C'est ça le distinguo qu'il faut faire. Donc moi, je ne fais jamais la leçon aux gens qui vont voter Rassemblement national et associés. Tant sur la droite traditionnelle que sur le reste de la gauche. C'est simple, la gauche, il n'a cessé de la criminaliser, sauf quand il avait besoin d'elle. Oui. Donc, on le voit encore ces derniers jours, où tout d'un coup, après avoir tapé sur la gauche et pendant tous ces derniers mois, tout d'un coup, là, depuis 3 jours, c'est le Front républicain, et tout d'un coup, il tape plus sur la gauche. Et il rappelle, y compris à ses ministres, qu'il a été élu avec des électeurs de gauche et des voix de gauche. Bien sûr, il les avait même remerciés. Il avait même dit en 2022 que cela l'obligeait. Voilà, le vote l'oblige, c'est ce qu'il avait dit. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige. Mais dans le même temps, il criminalise quand même globalement la gauche, il évacue toute la question sociale du débat politique, et en gros, il a dit « moi je suis le progrès », alors qu'il n'est pas du tout progressiste, mais en gros, moi je suis la lumière, je suis le progrès, et voilà. Et en face, il y a l'obscurantisme, il y a le Rassemblement national. Alors bien évidemment, avec ce jeu pervers qu'il a installé, il a installé le Rassemblement national comme quasiment seule alternative politique. Et le bipartisme traditionnel, qui était le vrai contre-pouvoir de la Ve République entre le Parti socialiste
et les Républicains, UMP avant, RPR encore plus anciens pour les plus anciens des téléspectateurs. En gros, cette balance de pouvoir qui existait traditionnellement sous la Ve République, certes, elle a explosé avec l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, mais il aurait pu veiller à préserver un équilibre des forces politiques et des forces sociales. Non, il n'a cessé de continuer à déstabiliser et à rendre encore plus dysfonctionnel le système. Et donc, c'est ce que je dis, à être dans une stratégie du chaos. Je prépare ça depuis des semaines et je suis ravi. Je leur ai balancé ma grenade dégoupillée dans les jambes. Maintenant, on va voir comment ils s'en sortent. Et donc, cette stratégie du chaos, il n'a cessé de l'accentuer au fur et à mesure, encore plus à partir de 2022, notamment parce qu'il a voulu ne pas disparaître du jeu politique, alors même qu'une partie de ses soutiens était en train de préparer 2027 et de se constituer en différentes écuries, Gabriel Attal d'un côté, Édouard Philippe de l'autre, et donc il fallait que pour qu'il reste au centre du jeu, il fallait qu'il continue à être l'artisan du chaos. Et ce mécanisme-là est bien évidemment à terme totalement mortifère, et on le voit aujourd'hui. Ça nourrit le monstre. Parce que ça nourrit effectivement le monstre. Donc, il y a ça fait c'est une partie de sa stratégie. Et après, il y a deux choses que je disais par rapport à tout à l'heure, c'est qu'il a toujours eu une ambiguïté, de mon point de vue, vis-à-vis de la culture de droite et d'extrême droite. Et même s'il a envoyé des signaux sur la gauche, y compris jusqu'au Parti communiste français, notamment sur des opérations liées à la mémoire, on retrouve Bruno Roger-Petit, la plupart des clins d'œil qu'il a fait depuis le début de son aventure présidentielle, c'est vers l'extrême droite ou la droite la plus dure. En 2016, anecdote, mais quand il décide de rendre visite à Philippe de Villiers et au Puy du Fou, il a vu et visiblement, ça lui a plu. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Il y va, mais il donne une interview à l'époque alors qu'il vient juste de démissionner de son poste de ministre de l'économie de François Hollande. Et le premier truc qu'il dit, c'est que je ne suis pas socialiste. Oui. Bon, c'est ce qu'on appelle un acte politique. Et à l'époque, un de ses mentors, qui est l'ancien industriel de la grande distribution, Henri Herman, qui était un millionnaire, proche de Michel Rocard, qui a financé la deuxième gauche chez Michel Rocard et qui était un catholique social, Henri Herman, qui est décédé à l'automne 2016, donc très peu de temps après la visite au Puy du Fou. Moi, j'avais rencontré Herman, je le connaissais, et Herman m'avait dit, était outré de ce mélange des genres. Il m'avait dit, non, là, c'est beaucoup trop, Emmanuel fait n'importe quoi. Il vient, par exemple, du coup de téléphone qu'il avait donné à Éric Zemmour. Et puis, il y a eu également, il y a à peine un an, un peu moins, quand il avait rassemblé les forces politiques à Saint-Denis. On sait très bien, il y a eu quelques échos dans la presse, mais j'en ai eu un témoignage direct d'un des responsables politiques qui a participé à cette rencontre-là. Il n'avait que Dieu pour Jordan Bardella lors de cette rencontre de Saint-Denis. Et donc, il n'a cessé d'afficher une ambiguïté. Alors, il l'a fait toujours pour essayer peut-être de flatter une partie de ses électorats, mais également parce que finalement, il est en recherche de dialogue avec cette partie-là de la politique. Aussi parce que finalement, et ça je le disais depuis longtemps, il n'a pas une culture, et ça c'est même pas moi qui le disais, c'est même Michel Rocard qui a pu le dire, il n'a pas une culture politique de gauche en réalité. Il a très peu fait référence à la Révolution française. Il a préféré aller plusieurs fois se recueillir à la basilique Saint-Denis, où il y a une partie des rois de France, les sépultures des rois de France. Bon, bref, il est dans cet imaginaire-là. Pas que lui, Brigitte Macron aussi, qui a un imaginaire plutôt de droite, conservateur, assez réactionnaire en réalité, qui contrevient totalement à l'image que certaines personnes avaient de lui en 2016 ou 2017, ou tel qu'il a été vendu par certains de ses communicants de l'époque, communicants d'ailleurs qui ne sont pas restés auprès de lui. Celui qui est resté auprès de lui en dehors d'Alexis Collère, qui est le techno, qui est la personne qui contrôle l'État, entre guillemets, les administrations, et les dossiers industriels, la personne qui est restée le plus proche de lui depuis 2016-2017, c'est Bruno Roger-Petit. Et Bruno Roger-Petit, il a toujours dit, et ça je l'ai répété tout à l'heure, Emmanuel Macron a un ethos de droite. Et pourquoi il dit ça, Bruno Roger-Petit ? C'est parce qu'en fait, il dit ça pour dire, en fait, les autres, en gros, mais les autres conseillers qui ne m'aiment pas, donc en l'occurrence, ce qu'on a appelé la bande de la planche, les Mormons, Ismaël Émélien, enfin tous les gens qu'on connaît depuis, qu'on a connus depuis, en fait, ils n'ont pas compris qui était Emmanuel Macron. Moi, Bruno Roger-Petit, j'ai compris qui était Emmanuel Macron et j'ai compris qu'il était beaucoup plus de droite.
que d'ailleurs, dans son rapport aux années Mitterrand, à Emmanuel Macron, c'était les années Mitterrand sombres qui pouvaient l'intéresser. Et donc, chez Emmanuel Macron, il y a une fascination pour cette tambouille-là, on va dire, de la Ve République, cette Ve République de l'ombre. Et donc, c'est là où on retrouve aussi, dans tous ces réseaux-là, des accointances parfois avec l'extrême droite. Tu me demandais les liens parfois. Et donc, bien évidemment, il y a Bolloré, il y a les médias, le JDD, Valeurs Actuelles. Mais ça, on va dire, c'est les nouvelles générations. Ce qui est intéressant, c'est de voir le temps long et de voir que dans les proximités politiques d'Emmanuel Macron, il y a des gens qui sont en fait les héritiers de certains réseaux. Par exemple, Thierry Solaire, mis en examen, homme de droite et conseiller de l'ombre de l'Élysée pendant des années, encore très récemment. Thierry Solaire, il vient en partie des réseaux Hauts-de-Seine, Pasqua, en réalité, donc de cette droite la plus dure, héritée du RPR, du RPR gaulliste chiracien à l'époque, qui était beaucoup plus à droite, il est vrai, à l'époque aujourd'hui, c'est plus rien d'ailleurs, mais et donc Emmanuel Macron est dans cet héritage-là aussi, et on l'a beaucoup sous-estimé. On n'a pas compris qu'Emmanuel Macron était aussi cet héritier-là. Qui était d'accord avec les idées de droite, en fait. Oui, tu peux le résumer comme ça, mais en tout cas, qui cherchait beaucoup plus l'assentiment de ce côté-là de la société que sur une toute autre partie de la société. On va dire ça comme ça. Voilà. Et en fait, pour reprendre la terminologie du journaliste politique, finalement, il a beaucoup plus triangulé sur la gauche, que sur la droite. En fait, son barycentre, de mon point de vue, est beaucoup plus, en fait, sur l'axe conservateur que sur l'axe, comme il disait au début, comme il se définissait lui-même parfois, progressiste. Il tient ce discours, il dit, voilà, je me suis fait presque tout seul, j'avais les médias contre moi, j'avais les élites contre moi, j'avais le système politique contre moi. Ce qui est faux, toi tu as enquêté là-dessus, en fait c'était pas du tout le cas. Ça n'a jamais été. C'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que en 2016-2017, il avait par exemple, tout le monde l'a oublié, mais il avait le soutien d'une bonne partie du groupe Bolloré. Quand je dis une grande partie du groupe Bolloré, il avait le soutien de Yannick Bolloré, donc l'un des fils Bolloré, qui dirige à l'époque l'agence de communication et d'influence Havas, mais également le groupe Vivendi, qui est actionnaire de Canal+. Et donc, il a le soutien d'une bonne partie du groupe Bolloré. Il y a des liens personnels, notamment avec Yannick Bolloré à l'époque. On se souvient peut-être de l'épisode où il est copain avec Cyril Hanouna, notamment avant le second tour de l'élection présidentielle. Il y a également, quand il commence à être popularisé auprès du grand public, il joue avec Cyril Eldin, qui est l'amuseur du Petit Journal à l'époque. Et donc, il a utilisé les canaux Bolloré. Par ailleurs, un de ses principaux conseillers politiques à l'époque, c'est Ismaël Emelien, qui vient de l'agence Havas, dont l'actionnaire est Bolloré. Il y a bien évidemment également, on l'a dit, l'action de Mimi Marchand et de tout l'écosystème de la presse people, avec notamment le groupe Lagardère. Et le groupe Lagardère, c'est le journal du dimanche à l'époque, c'est Europe 1. Donc tout ça, c'est des médias puissants. Et effectivement, ces médias-là, sans compter qu'à partir de la fin 2016, Bernard Arnault, qui pensait soutenir Alain Juppé, parce que c'est comme ça que ça s'est passé à l'époque, Bernard Arnault s'est mis au service également d'Emmanuel Macron sur cette période-là. Donc oui, il a bénéficié de soutien médiatique important, parce que, de toute manière, aujourd'hui, dans la Ve République qu'on connaît, il y a une oligarchisation des médias et de la plupart des médias, y compris la plupart des médias de presse écrite. Donc, Emmanuel Macron a joué de ça. Et il a d'autant plus joué de ça que quand il était banquier d'affaires chez Rothschild, une de ses spécificités, c'est qu'il s'était intéressé beaucoup à des dossiers de presse, des dossiers de vente de journaux. Il s'était par exemple intéressé à la vente des magazines internationaux du groupe Lagardère, par exemple. Il s'était intéressé au Monde à titre soi-disant bénévole, et en fait, les journalistes du Monde s'étaient aperçus que finalement, ils conseillaient une partie adverse que les journalistes du Monde ne souhaitaient pas voir racheter leur journal. Tu as eu également le dossier Prestalis, c'est-à-dire c'est les messageries parisiennes de presse, celles qui distribuent la presse écrite.
Donc, il s'est toujours très intéressé aux affaires de presse, et il était peut-être, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, pas forcément proche des journalistes politiques en tant que tels, mais beaucoup plus proche de leur patron. Vous êtes le président des riches, monsieur le président? Pas du tout. Par exemple, quelque chose que j'avais découvert très tôt, c'est-à-dire dès 2014, dans le cadre de la commission Attali, il s'était largement rapproché de l'ancien directeur général, et à l'époque, il était directeur général de Valeurs Actuelles, qui est journaliste, qui s'appelle Yves de Kerdrel. Donc c'est là où on voit d'ailleurs toute la plasticité déjà idéologique à l'époque, parce que moi, je m'en étais aperçu, quand je m'en étais aperçu, je m'étais dit, c'est quand même très étonnant qu'un ancien ministre, enfin qu'un ministre en exercice de François Hollande soit copain avec le directeur général du magazine Valeurs Actuelles. Et donc, il avait ce réseautage politique, il a bénéficié de ces supports médiatiques, mais il est vrai qu'il n'était pas l'expression des partis politiques traditionnels. Et que donc, comme les commentateurs politiques l'ont un peu rapidement écrit, il a fracturé, c'est le terme, là, il a fracturé le mécanisme et l'équilibre de l'alternance entre gauche de gouvernement, comme on l'appelle, institutionnel, et parti de droite. Et pour fracturer ça, c'est vrai qu'il s'est constitué, et il a constitué sa petite entreprise présidentielle à l'époque contre une bonne partie des partis politiques. Or, ces partis politiques, il faut savoir, ils ont des relais institutionnels un peu partout, tant institutionnels en termes d'élus, mais également des liens historiques avec différentes rédactions. Il y a des rédactions plutôt de gauche, des rédactions plutôt de droite, mais les rédactions plutôt de gauche étaient plutôt proches du Parti socialiste, les rédactions plutôt de droite étaient plutôt proches de l'UMP. Et quand on veut, entre guillemets, offrir autre chose politiquement, qu'on veut proposer aux Français une autre offre politique, on est obligé, d'une certaine manière, de contourner ces petites habitudes. D'ailleurs, ça vaut autant pour Emmanuel Macron que pour une partie de l'extrême droite, que pour, d'ailleurs, le parcours qui est beaucoup plus similaire qu'on pourrait penser d'un Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Et donc, quand il dit « je me suis construit contre le système », ça reprend la rhétorique anti-système qu'il m'avait servi à l'époque quand il était jeune ministre, donc où il faisait son Trump. Tu vois, donc, il y a une forme de rhétorique où il finit par croire à une autre réalité, parce qu'en réalité, il a effectivement le soutien de grands médias, d'industriels, mais où il y a quand même une part de réalité. Part de réalité, c'est par exemple que sur la campagne présidentielle de 2017, ça je l'ai documenté, il a eu des problèmes financiers sur sa campagne. Il n'y avait plus d'argent, quoi. Il n'y avait plus d'argent sur sa première campagne de 2017. Il a fini par boucler son budget à travers des prêts bancaires, mais qu'il n'a obtenus en toute fin de campagne. Et ça, c'est des éléments qui ne sont pas forcément très connus et qui ne sont pas dissibles même, parce qu'il y a beaucoup d'arrangements derrière toutes ces histoires. Mais lui, il les a vécus quand même. Et donc, il ne peut pas s'empêcher de dire « je me suis construit quand même contre ». Mais ça donne une psychologie un peu particulière parce qu'il était également, tout le monde le sait, la quintessence et le produit même des élites françaises. Inspecteur général des finances, énarque, étant passé par Sciences Po Paris, qui avait essayé, qui a échoué à plusieurs reprises de réussir le concours d'école normale supérieure. Il avait un réseau patronal, notamment via la commission Attali, mais également le fameux groupe des GRAC, qui était impressionnant pour son âge, et c'est comme ça également qu'il a acquis le pouvoir. Mais quand il dit ça, et d'ailleurs quand il le dit ces derniers jours, il y a un aspect provocateur, il y a un aspect totalement irréel, en tout cas en décalage par rapport à la réalité, mais il y a aussi un symptôme que j'avais qualifié dans un de mes livres, du château de cartes. C'est-à-dire que finalement, s'il dit ça maintenant, Emmanuel Macron, c'est que peut-être aujourd'hui, une partie de tous les réseaux que je t'ai décrits, là, un peu de mots, mais enfin, quand même un petit peu, mais tous ces réseaux-là, et ça c'est ce que j'avais entre guillemets prédit, c'est pas les réseaux d'Emmanuel Macron, c'est des réseaux qui sont des puissances en soi, qui misent sur Emmanuel Macron comme sur d'autres gens. Qui peuvent changer d'écurie en fonction de leurs intérêts. Quoi. Ils sont cyniques, ils font confiance. Enfin, leur principe, c'est leurs affaires, c'est leurs intérêts. Que ça soit des grands oligarques, propriétaires de médias ou d'autres intérêts en jeu, en action.
Et ces gens-là, ils passent d'une casaque à une autre. Et donc là, Macron, ils sont en train totalement de lâcher. Et d'ailleurs, je peux même te dire qu'en fait, une des difficultés de Macron, alors qu'il a quand même encore tout le pouvoir en tant que président de la République, de la Ve République, en fait, dès 2023, il y a énormément de ces réseaux-là qu'on a décrits qu'il l'avait déjà lâchés. Le groupe de Bernard Arnault, propriétaire du Parisien, Vincent Bolloré, qui s'était quand même rabiboché avec Emmanuel Macron après 2022, mais Vincent Bolloré, Lagardère, ont tous regardé, par exemple, du côté de Gabriel Attal. Et de plus en plus, c'est pour ça qu'il y a eu cette Attalmania à Paris, finalement, qui s'est rapidement effacée. Mais cette Attalmania, elle vient du fait que, en plus des petits réseaux parisiens, du candidaton, de l'ambiançage et de l'auto-intoxicage entre journalistes politiques, entre les gens qui participent à des dîners et compagnie, en dehors de ça, il y a également toute l'infrastructure de toutes les puissances médiatiques qu'on connaît aujourd'hui, qui se sont plutôt éloignées de l'Élysée et qui se sont plutôt rapprochées en partie d'autres candidats, et notamment, ça a été Gabriel Attal, entre autres. Et ces réseaux-là, notamment ces derniers mois, ont fait beaucoup pour imposer le débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella, indépendamment même de la stratégie propre d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Et donc, c'est là où ça s'est grippé du côté de la Macronie. Une partie de son château de cartes s'est écroulée. Parce que comme ce n'est pas ces réseaux politiques et générationnels, je te parlais tout à l'heure de Michel Charasse, de Pasqua, des vieilles figures de la Ve République, à l'époque, un François Mitterrand ou un Jacques Chirac, c'est 40 ans, 50 ans de vie politique avant d'arriver à l'Élysée, et ils embarquent avec eux toute une génération, pas uniquement une aventure personnelle quand ils ont sont atterris à l'Élysée. C'était des aventures collectives et même de clans parfois. Macron, finalement, son clan, à part lui, Brigitte Macron, Alexis Collère à l'Élysée, et puis quelques proches, quelques derniers fidèles, en réalité, c'est pas un homme de clan. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit qu'avec les difficultés qui sont arrivées, quasiment toute la Macronie l'a lâché en direct. C'était même quasiment un peu surréaliste. Là, depuis quelques jours, on ne le voit, on ne voit que ça. Tout le monde quitte le navire. Oui, bien sûr. Gilles Legendre, là, par exemple, qui préfère soutenir le Front Populaire que le candidat Ensemble, Édouard Philippe, lui. C'est chacun pour soi. Voilà, c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Ces règlements de compte au Quai Coral, ces petits meurtres entre amis. Moi, je le disais dans une précédente interview, il y a du sang sur les murs. Donc, on est dans une situation comme celle-là, ce qui est d'ailleurs relativement inquiétant, parce que comme je te le disais tout à l'heure, par rapport à la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron qui est maximaliste, par rapport à son rapport à la Constitution et aux institutions, il est capable justement d'être dans l'impulsivité que lui permet les institutions. Sans penser aux conséquences. Sans forcément penser aux conséquences. Aussi bien pour ses proches que pour les Français. Tant pour sa collectivité politique que, effectivement, pour la collectivité nationale et les Français. Et donc, c'est là où il est imprévisible. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, y compris dans l'establishment, qui commençaient, mais ce n'est pas la première fois, en fait. Ça fait déjà depuis plusieurs années que dans l'establishment, ils trouvent qu'Emmanuel Macron est beaucoup trop imprévisible, si tu veux. Donc, il est à la fois imprévisible et il peut même être parfois inquiétant. Parce que, comme il dit lui-même, je prends mon risque ou je renverse la table. Mais on a presque l'impression que c'est un petit enfant, son jouet est cassé et que, ou plutôt, oui, son jouet est cassé, et donc il va le balancer à travers la fenêtre. Et sauf que le problème, c'est qu'il a une partie dans ses mains de la destinée des Français, d'un pays, des conséquences économiques énormes. Là, par exemple, tous les dirigeants internationaux et la presse internationale est choquée de quoi ? Est choquée du fait que Emmanuel Macron prend cette décision-là de dissolution, alors même qu'on va vers les Jeux Olympiques, qui est un enjeu international considérable, un enjeu également d'influence considérable, notamment normalement pour la France, quoi qu'on pense des JO, et qui par ailleurs est un enjeu sécuritaire également considérable. Et donc il fait, comme on le présente, ce coup de poker à quelques semaines des Jeux Olympiques. C'est complètement fou de ce point de vue-là. Il fait également ce coup de poker en juin 2024, alors qu'à l'automne prochain, il y a une élection cruciale aux États-Unis où vraisemblablement Donald Trump a ses chances pour revenir au pouvoir. Là aussi, du point de vue international, il y a énormément de leaders et de dirigeants internationaux qui sont choqués du comportement d'Emmanuel Macron. Mais là, c'est pareil. On a l'impression que tout le monde découvre ça maintenant. Les dirigeants internationaux ont appris à connaître Emmanuel Macron depuis 7 ans.
et sur tout un tas de dossiers internationaux. Ça fait très longtemps que la parole du chef de l'État est démonétisée à l'international. Parce qu'il a tellement dit tout et son contraire sur tout un tas de dossiers qu'en fait, la fiabilité d'Emmanuel Macron, la fiabilité personnelle, la confiance accordée à Emmanuel Macron dans sa parole d'engagement, en fait, cette confiance s'est érodée auprès des dirigeants internationaux. Donc là aussi, on assiste à une catastrophe actuellement, politique, dans tous les sens du terme, mais ça fait bien longtemps que tous les ferments étaient déjà là, tant du côté d'Emmanuel Macron, de son comportement politique et personnel, que même dans le cadre politique qu'il a institué, c'est-à-dire le fait, encore une fois, qu'il a tout fait pour mettre en majesté l'extrême droite, et aujourd'hui, il est là, devant cette situation-là, et il se dit, à la fois, il a essayé de jouer la carte jusqu'au bout du Rassemblement national, et puis là, il voit bien qu'il y a des gens dans son entourage qui ne sont pas d'accord avec ça, et qui le disent de plus en plus fortement. Et donc là, il reste dans un entre-deux, toujours, on le voit, et donc à la fois, il décide maintenant que ses soutiens et candidats Renaissance se désistent par rapport au Front populaire et au Front républicain, et en même temps, dans un autre sens, on a vu qu'il poussait à ce que d'autres restent. Donc voilà, il reste dans un entre-deux, dans une ambiguïté, jusqu'au bout, on va dire. Et encore une fois, comme il l'a dit il y a quelques jours, ça sera de la faute de personne. La question, c'est qui gouverne? Et donc, pour gouverner le pays, au-delà de vos colères, elle s'est exprimée, je l'ai entendue. Je vous redonne la parole. Qu'est-ce que vous voulez? Et donc, regardez les projets. Et donc, ce sera la faute de personne? Bon, mais au final, si, il y a quand même un responsable, ça sera lui. C'est une question importante, je pense, à laquelle il faudrait répondre. C'est que je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas qu'Emmanuel Macron, quand il dissout l'Assemblée nationale le 9 juin dernier, sa stratégie, c'est de pouvoir se maintenir au pouvoir. Il veut continuer à garder le pouvoir. Oui, ce que je te disais tout à l'heure, ce que les acteurs politiques, tant dans son camp que parmi ses opposants, avaient sous-estimé, c'est que, il souhaitait rester au centre du jeu. D'ailleurs, ça a plutôt réussi de ce point de vue-là, d'une certaine manière. On ne fait que parler encore aujourd'hui d'Emmanuel Macron quand c'est pas de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella. Et par ailleurs, il a insufflé l'idée que sa vie politique n'allait pas être terminée après 2027. Et donc, il a laissé une ambiguïté sur 2027, alors que la Constitution ne permet pas une réélection consécutive pour un troisième mandat. Mais il a quand même laissé une certaine ambiguïté. Dans une interview il y a quelques mois à la Tribune Dimanche, il a expliqué quand même qu'il regrettait cette disposition constitutionnelle. Il a laissé dire également que peut-être qu'il pourrait faire un troisième mandat, pensait-il, 2032. Donc, il a insufflé cette idée-là, principalement pour continuer à tenter de préserver son pouvoir, alors que toutes ses ouailles étaient déjà en train de se préparer dans leurs écuries respectives. Donc, il y a quelque chose de tactique, mais il y a quelque chose de plus prononcé chez lui, qui est cette volonté de pouvoir absolue, importante, ancienne, et je répète, relativement et largement sous-estimée de mon point de vue par l'ensemble des acteurs, tant par ses soutiens, ses proches, que par rapport à ses opposants. Les gens, généralement, quand ils parlent d'Emmanuel Macron, encore récemment, ils disent qu'il a un ego surdimensionné, qu'il est narcissique. Moi, je dis d'abord qu'au-delà de l'ego, de la question du narcissisme, il est surtout dans cette recherche du pouvoir à tout prix. Ce qui fait qu'il est également dans une grande brutalité. Il est dans un grand cynisme. Il prend des décisions sans forcément peser toutes les conséquences, notamment d'un point de vue collectif, on l'a dit. Mais j'entends les gens. Je peux défendre mon bilan. Je vais dire, je viens d'en prendre une derrière la tête. On vient collectivement de s'en prendre une derrière la tête. Quand vous avez plus de 30% des gens qui votent à l'extrême droite aux européennes. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a été sous-estimé, parce qu'effectivement, je pense qu'il ne se voit pas revenir dans le business très rapidement après 2027. Donc certes, il ne peut pas voir son troisième mandat en 2027, mais lui, son idée, c'est de préserver son destin politique par la suite. Il a cette idée-là. C'est-à-dire qu'il veut être, en plus d'être le plus jeune président de la République, il veut être également le président de la République qui tente un troisième coup, et pas uniquement 2 mandats.
déjà qu'il a réussi 2 mandats consécutifs, contrairement à Nicolas Sarkozy et François Hollande, il voulait aller plus loin d'une certaine manière. Parce qu'il est accro à ce pouvoir-là. Et ça, c'est quelque chose qui, de mon point de vue, est encore sous-estimé. Cette pulsion de pouvoir chez Emmanuel Macron est extrêmement importante. Elle vient de très loin, son parcours. Et c'est quelque chose qui est inquiétant, d'une certaine manière, encore une fois, dans son rapport aux institutions. Et quand il décide de dissoudre, donc de renverser la table, justement, c'est aussi dans cette optique-là. Et il y a un autre élément, c'est, je l'ai dit, un rapport adémocratique, en tout cas autoritaire. Il a toujours considéré la vie politique comme quelque chose de, comme un acte plébiscitaire. Je suis élu président de la République, comme il n'a pas eu d'autres fonctions politiques, il n'a été que élu président de la République, donc il est dans un rapport plébiscitaire aux Français. C'est une certaine tradition politique, très liée à la Ve République, c'est pour ça que je parlais de néo-bonapartisme tout à l'heure, mais il est dans cet acte-là de moi ou le chaos, moi et les Français, ce populisme direct, enfin, ce contact direct, il cherche ce contact direct avec la population, avec les électeurs, à travers les réseaux sociaux, à travers les multiples interventions médiatiques et télévisées. Donc, il est dans ce rapport-là. Donc, les gens vont dire, voilà, il est narcissique, mais il est dans cette tradition politique. Et donc, c'est après moi le déluge. Il n'a pas préparé, et il ne souhaite surtout pas préparer son après, ses successeurs, tant la structure, c'est-à-dire Renaissance, En Marche, la tradition. Le macronisme, c'est rien en dehors de lui-même, si tu veux. Donc, lui disparaissant, le macronisme disparaît. Et donc, c'est tautologique. Donc, le truc, c'est que comme il n'a pas construit de corpus idéologique, qu'il n'a pas construit, qu'il n'a pas transmis, qu'il n'a pas réussi à constituer des réels héritiers, et qui, surtout, il ne veut pas en entendre parler quasiment des héritiers. Il est dans cette pulsion de destruction, pas de création, pas de long terme. Et par ailleurs, en plus de « après moi le déluge », résultat, il est aussi dans une conception « je suis votre souverain, vous êtes les sujets, vous n'êtes pas les citoyens, vous n'avez pas votre mot à dire », ce que je disais tout à l'heure. Et donc, dans cette logique-là, ça c'est une confidence qui m'a été faite, Alexis Kohler à l'Élysée, quelqu'un récemment a expliqué que Emmanuel Macron aurait décidé la dissolution pour punir les Français. C'est la terminologie qui a été utilisée. Elle est quand même particulière, cette terminologie. Le président Macron aurait décidé de la dissolution pour punir les Français. Donc là, tu vois bien qu'on est dans une logique qui n'est pas du tout liée et totalement... Enfin, une pratique démocratique. Une partie démocratique, bien sûr. républicaine, des institutions, un passage de relais et au fait de savoir s'effacer, notamment politiquement. Il n'est pas du tout là-dedans. Et donc, c'est ça qui perturbe le plus les gens, y compris même au sein de l'establishment, tant politique que médiatique, que journalistique, et même dans le monde des affaires. Parce qu'en fait, ça fait bien longtemps, même avant sa réélection de 2022, qu'il y a beaucoup de gens qui s'aperçoivent qu'en gros, qui se sont demandé, peut-être faut-il trouver quelqu'un d'autre, peut-être faut-il le changer. En 2022, ça ne s'est pas passé, parce que Emmanuel Macron est un redoutable politique. Il faut au moins lui reconnaître ça. Il a une habilité pour se préserver à la tête du pouvoir qui est assez considérable, même quand il a des difficultés. On peut se penser, par exemple, aux Gilets jaunes. Mais il y a ce côté-là aussi. Et donc, pour reprendre ces termes, il a voulu dissoudre pour punir les Français. Il y a quelques heures, il y a le père d'Emmanuel Macron qui a accepté une interview à la presse quotidienne régionale, je crois que c'est le Dauphiné Libéré, alors qu'il habite toujours à Amiens. Donc je pense que cette interview a été suscitée ou organisée. Le père d'Emmanuel Macron explique qu'il y a 2 mois, il a rencontré Emmanuel Macron, qu'Emmanuel Macron lui aurait expliqué qu'il comptait dissoudre. C'est vrai, comme je te l'ai dit, depuis juin 2022 et cette législative ratée de juin 2022, il envisage toujours cette dissolution. Et il aurait expliqué à son père à l'époque, comme ça, les Français verront ce que c'est d'avoir le Rassemblement national au pouvoir. Et donc là, si tu veux, c'est quand même des paroles lourdes de sens. D'ailleurs, les macronistes eux-mêmes
juste après la dissolution, on a certains qui ont utilisé cet élément de langage. De toute façon, on était obligé de dissoudre, parce qu'autant avoir le Rassemblement national à Matignon et de l'avoir relativement sous contrôle, croit-il, plutôt que d'attendre que Marine Le Pen récupère le pouvoir à la prochaine présidentielle. C'est une confidence d'Emmanuel Macron aussi. C'est des éléments de langage qui ont été infusés, qui ont été distribués auprès des journalistes. Là, en l'occurrence, la presse régionale, ils ont carrément utilisé la personne du père d'Emmanuel Macron pour infuser cette idée-là, comme s'il y avait quelque chose, un destin inexorable à la montée de l'extrême droite, alors même que l'extrême droite a en partie été gonflée à l'hélium, indépendamment de difficultés ou de combats politiques, aussi par Emmanuel Macron lui-même. Et donc là, il renvoie l'idée de cette inéluctabilité, un peu comme au moment du Covid, c'est la guerre, comme quelque chose de naturel, comme si c'était un événement naturel. Et encore une fois, on retrouve l'idée de l'irresponsabilité, de son irresponsabilité. C'est pas de ma faute, c'est les événements. Il a une terminologie depuis très longtemps, Emmanuel Macron. Il adore dire il y a du tragique dans l'histoire. C'est une formule qu'il utilise régulièrement. Il y a du tragique dans l'histoire. L'idée du tragique, notamment dans la Grèce antique, c'est l'idée que ça revient toujours. Emmanuel Macron, il est dans ce tragique-là de la politique, mais c'est pas quelque chose du tout dans la tradition républicaine, dans la tradition de la citoyenneté française, de la performativité de la politique. Là, au contraire, il en est quelque chose de beaucoup plus inquiétant aussi par rapport à la manière dont il regarde la politique. Et donc, voilà, c'est tout ça qui est en jeu actuellement, qui explose un peu dans tous les sens. Malheureusement, c'est que quand il dit « on va voir si les Français testent », ils verront. Et le problème, c'est que l'extrême droite, quand elle récupère le pouvoir, on ne sait pas quand elle leur rend les clés du camion. C'est un peu comme avec Emmanuel Macron. Et donc, c'est une décision extrêmement lourde de conséquences. Bien évidemment, au final, c'est les Français qui font leur choix et qui voteront. Donc, il aura beau dire, encore une fois, c'est pas de ma faute, c'est les Français qui ont choisi. Et moi, j'ai été grand démocrate. Et tu vas voir, une partie du storytelling qui va pouvoir mettre en place par la suite, c'est moi, je serai le seul défenseur des institutions face aux dangers fascistes, face aux dangers de l'extrême droite. Il va jouer une cohabitation ultra combative. Et ça, pour le coup, une partie de ses conseillers ont dû lui expliquer que c'est ce que Mitterrand avait fait face à Chirac en 86, que déjà le président de la République et le Premier ministre avaient tous les deux tordu le cadre constitutionnel à multiples reprises, notamment au niveau des relations internationales, sauf qu'on est dans un tout autre monde, c'est-à-dire un monde beaucoup plus interdépendant, avec en plus des enjeux considérables sécuritaires à tout niveau, et des tensions internationales extrêmement fortes. Et par ailleurs, la grosse différence, et on en revient avec cette énigme, d'une certaine manière, sur l'après-politique d'Emmanuel Macron. Entre 86 et 88, François Mitterrand n'était que dans son premier septennat. Il pouvait jouer cette cohabitation dure, et pas avec l'extrême droite, mais avec le RPR de l'époque, qui était certes un RPR très droitier, très libéral du point de vue économique. Parce qu'il pouvait se représenter, il pouvait faire un deuxième mandat. Mais François Mitterrand pouvait se représenter. Il pouvait dire « je suis le rassembleur ». C'est ce qu'avait fait François Mitterrand. C'était toute l'idée de la France unie. Je suis le rassembleur. Emmanuel Macron, il va avoir du mal à expliquer et justifier une posture de rassemblement, alors qu'en réalité, il n'a fait que diviser les Français depuis le début de son aventure politique, et notamment depuis 2022. Merci Marc d'être venu. Merci Anis. Et puis je rappelle ton dernier livre sur Emmanuel Macron, L'Emprise, qui est toujours disponible aux éditions du Seuil. En poche, tout à fait. Merci à toi.